Merci, bonjour à tous. Donc je m'excuse pour le retard, hein, c'était les sangliers qui ont bloqué les trains, donc ça arrive. Hein. Donc je voulais remercier Célia, Laurette et Julien de m'avoir invité. Donc ils m'ont proposé de vous montrer ce que je fais actuellement sur une de mes thématiques de recherche qui lie finalement la pétrologie et la surveillance volcanique. Ça marche Donc, comme l'a dit Célia, je suis volcanologue à Paris, donc dans un laboratoire de sciences de la Terre. Mon parcours qui est proche du vôtre que vous commencez finalement, parce que après mon bac, j'ai fait une classe prépa type BCPST, où j'ai pu intégrer après l'ENS Lyon pour le magistère des sciences de la Terre. Donc j'ai un parcours au départ qui est très biogéol et après où je me suis spécialisée en sciences de la Terre. J'ai passé l'agrégation de SVT et ensuite j'ai été faire un Master 2 à l'Institut de physique du globe de Paris. Donc c'est un autre laboratoire de sciences de la Terre à Paris qui a une section de volcanologie en particulier qui a en charge en fait la surveillance des volcans français par les observatoires volcanologiques français. Donc j'ai ensuite eu la chance de pouvoir faire une thèse qui portait sur le comportement des halogènes dans les magmas, afin de dégager en fait des éléments sur le dégazage des magmas et les styles éruptifs qu'on pouvait observer en surface. À l'issue de ma thèse, j'ai eu la chance d'être recrutée comme maître de conférence donc dans le laboratoire dans lequel je suis, à l'ISTEP. Et il y a 2-3 ans, j'ai passé mon habilitation à diriger des recherches, qui est en fait le diplôme supplémentaire pour pouvoir être considéré comme chercheur indépendant, où vous pouvez encadrer des thèses en fait sans avoir un garant qui vous suit. Donc mon métier depuis une dizaine d'années, c'est un métier qui est relativement vaste, où je suis à la fois enseignant et chercheur. Donc j'ai mes heures d'enseignement, à peu près 192 heures, et en même temps j'ai un volet recherche. Alors le volet recherche est à la fois basé sur des projets. Donc j'ai eu plusieurs projets à la fois sur des appels d'offres variés finalement, INSU, ANR, ou des appels d'offres de la ville de Paris. Avec ces projets de recherche, on publie des articles, donc ça permet de se faire connaître. Et j'encadre donc différents étudiants entre la licence, le master et des thèses. Donc ça permet d'avancer le côté recherche. Et j'ai également des responsabilités, que ce soit au sein de mon UFR, du coup là où j'enseigne, également au niveau du laboratoire, puisque j'en prends la codirection en janvier. Donc c'est un métier relativement varié finalement, parce que à la fois côté recherche et côté enseignement, ça fait des journées plutôt bien remplies. Donc, dans mes recherches, finalement, ça s'articule autour des magmas. Donc, je regarde la dynamique des magmas depuis les réservoirs jusque vers la surface. Donc, je regarde à la fois la dynamique des réservoirs volcaniques en profondeur, comment les magmas remontent dans les conduits volcaniques, jusqu'à leur impact finalement sur les enveloppes externes, et en particulier donc les halogènes que j'avais regardés pendant ma thèse et que je continue à regarder. Donc, quand on regarde en fait les volcans, l'aléa volcanique, alors en ce moment, on a l'impression qu'il y en a pas mal qui sont en activité partout dans le monde, mais pas plus que d'habitude finalement, hein, c'est le quotidien. Donc, vous avez des éruptions actuelles, comme la Palma ici, ou en Islande, là actuellement, et là il y a quelques années, le volcan qui avait cloué les avions au sol. Et puis, il y a des volcans moins connus, comme ici, qui sont toujours actifs. Donc, il y a le côté actif actuellement et il y a le côté actif dans le passé. Chaque volcan a son histoire éruptive. Et donc, vous avez plusieurs types de volcanologie. Celle avec les gens qui, dès qu'il y a une éruption, courent sur le volcan. Donc, c'est pas mon cas. Je regarde plutôt, en fait, l'histoire éruptive de certains volcans passés. Et en fait, avec le passé, finalement, on va avoir des clés sur le futur. Donc, c'est un des enjeux après, une des manières finalement d'aborder la gestion des risques volcaniques. Donc pour ça, moi, j'utilise la pétrologie magmatique, pétrologie et géochimie en fait. Et donc la première étape, c'est d'aller sur le terrain, parce que vous n'allez pas regarder un caillou qu'un collègue va vous ramener sans son contexte finalement de mise en place. Donc lors d'une éruption volcanique, vous pouvez avoir des dépôts plus ou moins épais. Donc là, vous avez une coupe ici de dépôts de retombées pliniennes. Et ici, vous avez par exemple une carte des dépôts de l'éruption du 8 mai 1902 qui avait rasé la ville de Saint-Pierre à la Martinique. Donc, vous avez ces dépôts qui
une fois qu'ils sont échantillonnés, vont vous permettre d'avoir des échantillons. Alors ici, vous avez un cristal, je reviendrai là-dessus après, donc qui vous permettent d'avoir des données pétrologiques. Et ensuite, sur ces différentes échelles, vous voyez qu'on passe de 100 microns ici, un cristal, à l'échelle finalement du volcan, donc plusieurs dizaines de kilomètres. On va pouvoir avoir des données qui vont être potentiellement intéressantes pour les observatoires volcanologiques. Donc ici, vous avez la photo du premier observatoire, qui est celui de Naples, qui surveille le Vésuve. Alors ça, c'est l'ancien observatoire, mais historiquement, donc c'est le premier à avoir été créé. Et donc, je vais vous montrer que ces données de pétrologie, on peut, sur des éruptions passées récemment, et l'enjeu, c'est de voir comment on peut les relier à des éruptions passées, mais d'il y a beaucoup plus longtemps, avec des données de monitoring, c'est-à-dire de suivi en fait des paramètres de changement du volcan. Donc pour ça, vu la diversité finalement de l'aléa, vous avez vu sur les photos, finalement, on peut passer d'une coulée de lave toute gentille à une éruption plutôt explosive, ou actuellement l'éruption à La Palma où il y a le problème des retombées de cendres et des gaz émis. Et donc, vis-à-vis de cette diversité des aléas, finalement, on va se poser plusieurs questions, et ces questions, ce sont des enjeux fondamentaux, mais ça va permettre après d'avoir un aspect opérationnel, finalement, dans les observatoires et lors d'une crise éruptive. Donc, on va se demander comment fonctionne un volcan. Finalement, on n'a pas encore toutes les clés. Savoir comment fonctionnent les systèmes d'alimentation et comment le magma remonte dans les conduits. On n'a pas encore en fait tout compris parce que ce sont des processus complexes et avec des feedbacks complexes. On va regarder aussi les styles éruptifs en surface, finalement, à quoi ils sont dus, comment finalement, à partir de paramètres de départ dans le réservoir et dans le conduit, on va conditionner le type d'éruption en surface. Et on va regarder aussi les échelles de temps de ces processus. Donc c'est sur ce dernier point que je vais m'attarder aujourd'hui, surtout quelles sont les échelles de temps des processus magmatiques qu'on a en profondeur et comment les études pétrologiques peuvent donner des contraintes importantes sur ces processus, qu'ils soient en amont d'une éruption ou pendant une éruption. Donc pour discuter du temps, qui sera finalement un peu le fil conducteur d'aujourd'hui, je vais vous d'abord montrer ce que c'est qu'un système d'alimentation magmatique, la vision qu'on a finalement des systèmes d'alimentation magmatique en termes d'architecture. Qu'est-ce que c'est que la plomberie finalement d'un volcan? Comment est alimenté un volcan? Quelle est sa dynamique également? Et ensuite, on regardera les cristaux pour finalement avoir des échelles de temps. On va utiliser ces cristaux comme des chronomètres. Et donc, je vais vous détailler en fait une technique qui est en essor actuellement, où on utilise ces cristaux avec l'hétérogénéité de composition des cristaux. On va avoir un temps. Et je vous montrerai deux applications, un sur un volcan du Kamchatka, le Kizimene, et un autre sur une application sur la montagne Pelée, donc le volcan en Martinique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, ou si n'hésitez surtout pas pour que ce soit clair à la fin. Donc du coup, qu'est-ce qu'un système d'alimentation? Alors, le problème avec le système d'alimentation, c'est que autant vous voyez en surface les volcans, mais c'est la partie finalement émergée de l'iceberg, on ne voit pas ce qui se passe dessous. Et dessous, finalement, on n'a pas de moyen d'y aller directement, on ne peut pas forer, on ne peut pas avoir d'image directe, aller voir comment c'est fait. Donc on va utiliser des moyens indirects, dont les moyens pétrologiques, et dont finalement les produits émis par les éruptions. Parce que les produits émis, tout ce qui est coulée de lave, cendres, ici vous avez une ponce, donc tous ces produits-là vont nous donner des indications sur le type de magma, sa composition, le type d'éruption et toutes les conditions qui ont amené finalement à l'éruption qu'on voit en surface. Donc c'est un petit jeu de piste finalement pour décortiquer les informations à partir de ces objets, pour remonter à comment étaient les conditions du magma dans le réservoir avant l'éruption, comment le magma est remonté et finalement donc en combien de temps. Donc là vous avez donc une ponce, un échantillon qui est assez hétérogène. Et là, vous avez deux cristaux. Alors, ce sont des images prises au microscope électronique à balayage où on a fait des cartographies chimiques. Donc là, vous avez les différents éléments chimiques. Et quand on combine avec un jeu de couleurs, ça fait ressortir finalement les hétérogénéités de composition. Donc ici, vous avez un cristal de plagioclase et ici, un cristal d'orthopyroxène.
Donc ces deux types de cristaux vont enregistrer finalement pas mal de processus, et donc on va essayer de décrypter finalement ces processus en les regardant de manière plus intimiste. Et donc vous voyez, là vous avez l'échelle 300 microns, donc on va travailler à relativement petite échelle. Et après en fait on va avoir un dézoom, et à partir de ces petites échelles, on va arriver à avoir des informations sur le système d'alimentation. Alors système d'alimentation, je vous en parle depuis un moment. On parle aussi de plomberie magmatique ou de réservoir parfois. Et le mot le plus couramment utilisé dans le langage courant, c'est la chambre magmatique. Donc la chambre magmatique, on a l'impression, comme sur cette image, qu'on a un réservoir, alors généralement représenté par une lentille subsphérique, où vous avez du liquide magmatique qui bouillonne à l'intérieur. Donc ça, c'est une image assez vieille finalement des réservoirs magmatiques, où on a production de magma donc dans le manteau, et ce magma ensuite remonte dans la croûte et est stocké dans des poches. Et donc on a un liquide qui au départ a une composition basaltique, donc qui est proche de la composition du liquide produit uniquement par fusion partielle. Et au cours du temps, finalement, vous allez avoir dans la croûte un refroidissement. Donc on part de liquide de haute température, donc vous êtes à 1150, 1200 degrés Celsius, et par refroidissement, vous allez avoir cristallisation de ce magma, et donc apparition de mes fameux cristaux. Donc ces cristaux, en fait, vont enregistrer les modifications dans ce réservoir, et donc par le processus dit de cristallisation fractionnée, vous allez avoir un enregistrement des compositions au cours du refroidissement de ce magma. Alors, on le représente principalement en fonction de la température, mais il y a aussi d'autres paramètres qui peuvent jouer. Mais si vous gardez un système, au départ on pensait un système fermé, finalement vous avez un batch de magma, un réservoir initial qui au cours du temps se refroidit. Si vous avez tout qui reste en système fermé, vous avez quelque chose qui est dit à l'équilibre, où vos cristaux se nourrissent de liquide, et en fonction de leur composition chimique, ils vont prélever tous les éléments dont ils ont besoin dans le liquide. Et donc apparaître par cet abaissement de température. Sauf que ce que je viens de vous raconter, c'est un processus finalement qui a l'air assez continu dans le temps. Donc on aurait une évolution relativement continue de la composition. Et quand on regarde ne serait-ce que le cristal de plagioclase ici, vous voyez que vous avez un cœur qui est sous des couleurs vert clair ici, puis vous avez une bordure relativement épaisse qui fait 100 microns d'épaisseur, qui a une composition complètement différente. Donc, ce changement de composition, en fait, ça ne va pas avec l'image qu'on a d'un réservoir qui se refroidit tranquillement et qui ne voit qu'une baisse de température. On le voit aussi ici sur l'orthopyroxène, mais vous voyez, alors l'échelle n'est pas la même, c'est 100 microns, mais vous le voyez en toute bordure ici sur les quelques dizaines de microns périphériques. Donc ces hétérogénéités de composition des cristaux, en fait, font que, avec d'autres paramètres comme finalement la dynamique qu'on peut observer en surface d'un volcan, que récemment on a changé de paradigme concernant les réservoirs magmatiques, et donc on a quitté cette vision un peu simpliste finalement d'un réservoir pour aller vers celui d'un système magmatique dit transcrustal. Alors transcrustal, ça fait un peu un gros mot, mais en fait c'est juste trans à travers et crustal la croûte. Donc on n'a pas juste une poche de magma localisée à une profondeur donnée dans la croûte, mais en fait on a une succession de petites poches de magma qui vont en fait jalonner toute la croûte. Alors la croûte, elle est assez hétérogène, hein. On peut définir une croûte inférieure, intermédiaire ou supérieure selon les contextes géodynamiques, mais quel que soit le contexte, finalement, vous allez avoir des zones d'hétérogénéité dans la croûte qui font qu'à un moment, le magma peut stagner. Pourquoi est-ce qu'il stagne? Parce qu'il ne peut plus remonter. Le magma remonte par poussée d'Archimède, hein, et si à un moment, il n'y a plus cette poussée-là, il est bloqué et reste stocké. Et donc, en fait, on a comme ça différentes poches qui sont à la limite éphémères dans le temps. On n'imagine pas quelque chose de stable sur de longues périodes comme on avait imaginé auparavant. Et une évolution aussi chimique entre la base de la croûte, où vous avez plutôt des magmas qui sont proches du point de genèse, donc des magmas plutôt basiques. Et ensuite, vous avez en partie supérieure de la croûte des magmas plutôt évolués chimiquement par cristallisation fractionnée. Et donc, vous avez une chimie qui est complètement différente entre la base et le sommet de la croûte.
Et qui dit chimie différente dit aussi des modalités d'émission différentes. Donc ça, je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, mais finalement, même intuitivement, un magma qui a des compositions relativement variées n'aura pas les mêmes modes d'émission en surface. C'est un des premiers paramètres en fait, qui conditionne en surface les types d'éruptions. Donc on a un système avec différentes poches qui sont connectées par des dikes. Donc ces poches en fait sont pas forcément indépendantes les unes des autres, elles peuvent se mélanger. Et en plus, au travers de tout ce réseau, vous avez ce réseau de poches magmatiques qui est parcouru par des fluides. Les fluides, c'est tout ce qui sont les gaz volcaniques finalement. Alors le majoritaire, c'est l'eau, c'est les panaches qu'on voit sur les volcans actifs. Vous avez aussi toutes les espèces carbonées ou les espèces soufrées et les halogènes. Et vous avez, en fonction de la solubilité des gaz, finalement des flux qui parcourent ce système transcrustal. Donc ce système, en fait, ce nouveau paradigme et cette nouvelle vision, elle est visible aussi en géophysique. Donc c'est des techniques de physique appliquées aux sciences de la Terre. Vous avez par exemple en sismologie, en fait, vous pouvez imager différentes sources de séismes en fonction de la profondeur et qui sont potentiellement reliées à ici, en tout cas, c'est un cas de remontée de magma qui est suivi de manière sismique. En modèle numérique, on peut aussi retravailler sur la dynamique de ces réservoirs magmatiques. Là, c'est une image satellitaire et donc cette nouvelle vision des réservoirs magmatiques, en fait, colle mieux, fit mieux avec toutes les modélisations, tous les jeux de données qui peuvent être obtenus en géophysique. Comme ici à La Réunion, je vous ai mis ici une image du piton de la Fournaise. Vous avez le volcan ici avec l'enclos et l'activité volcanique qui est ici actuellement. Et par tous les outils géophysiques, c'est un des volcans surveillés au monde par l'Institut de physique du globe de Paris. Vous avez plein de capteurs géophysiques. On a une imagerie du sous-sol qui montre que dans la croûte, en fait, on a différentes zones comme ça qui sont des zones potentielles de stockage de magma, donc imagées géophysiquement. Et vous avez le pendant géochimique ou pétro-géochimique, où en regardant les cristaux qui vont être utilisés à la fois comme des thermomètres et des géobaromètres, vous pouvez reconstituer un modèle de stockage de la croûte. Alors, vous voyez, vous avez ce système avec des zones préférentielles alors, au niveau du MO, qui est le contact manteau-croûte, donc un changement de composition, un changement de rhéologie qui fait que vous pouvez avoir généralement du stockage à cet endroit-là, et au niveau entre croûte inférieure et croûte supérieure. Et vous avez aussi ces petites bêtes-là. Alors, ça s'appelle des inclusions vitreuses. C'est cette petite gouttelette ici, à l'intérieur d'un cristal, ici de quartz. Alors, c'est une petite gouttelette de magma. Et cette gouttelette de magma, en fait, a été piégée dans le réservoir lorsque le cristal a commencé à croître. Et donc, c'est comme si vous aviez ponctionné un moment du magma dans le réservoir. Et vous allez pouvoir analyser ces gouttelettes, alors qui font entre 5 10 microns. Dans des bons cas, vous pouvez avoir jusqu'à des tailles gigantesques de 40 microns. Mais avec les techniques ponctuelles actuelles, vous pouvez en fait les analyser, notamment au CRPG qui est à côté. Vous avez la SIMS qui permet d'analyser ponctuellement ces gouttelettes de magma et d'avoir les conditions finalement du magma au moment de leur piégeage. Et en particulier, on peut mesurer les éléments volatiles, donc les gaz. Et comme les gaz ont une solubilité qui dépend de la pression, en fonction des conditions, en fait, des teneurs en éléments volatiles, vous pouvez avoir une pression. Et quand vous analysez plein de ces petites bêtes-là, vous pouvez avoir une représentation statistique, en fait, des conditions de piégeage, qui sont les conditions de localisation, finalement, des réservoirs. Et donc, vous voyez que là, vous avez différents volcans. Et en fonction du volcan, vous n'avez pas la même image, finalement, du système d'alimentation. Et donc, c'est pour ça qu'aussi, l'aléa volcanique est assez complexe. C'est parce que vous allez connaître bien un volcan, son histoire, son système d'alimentation, que vous pourrez l'appliquer à tous les autres volcans. Vous pouvez appliquer les mêmes méthodes d'étude, mais cette image-là, même si globalement, vous dites qu'il y a plusieurs zones de stockage, elle va être valide pour un volcan, et pour un autre, il faudra refaire ce type d'étude pour avoir l'image finalement sous le volcan qui vous intéresse.
Et donc au Piton de la Fournaise, pareil, en fait, c'est un des volcans où on a la belle vision géochimique et géophysique, où les éruptions successives sont échantillonnées sur le terrain. Et après, ça permet d'améliorer finalement le modèle pétrogéochimique de réservoir sous le volcan actif actuellement. Donc il y a le côté pétrologique avec les produits solides et il y a le côté gazeux aussi avec toute une panoplie en fait de capteurs des gaz qui vont vous renseigner aussi sur la structure du système d'alimentation et sur potentiellement l'arrivée d'une éruption. Donc tout ce qui est outils pétrogéochimiques, en fait, ça vous donne des informations sur comment le système d'alimentation est organisé, quelle est sa dynamique. Maintenant, si on veut l'utiliser en termes de surveillance, on voudrait faire le lien entre ces données, finalement, et les données qui sont celles des réseaux de surveillance des observatoires. Alors, donc, ça peut être des données géophysiques ou géochimiques. Et donc, l'idée, là, le lien entre ces deux mondes, finalement, on va le faire avec la temporalité des processus magmatiques et regarder, finalement, avec nos chronomètres pétrologiques, quelles sont les échelles de temps qui sont disponibles pour les processus et en amont d'une éruption. Donc les échelles de temps, vous en avez plusieurs. Vous en avez plusieurs à la fois en fait par tout ce qui est désintégration radioactive. Donc ça, vous le connaissez peut-être pour l'aspect datation. Je vais utiliser cet aspect de décroissance d'éléments pairs qui se désintègrent en éléments fils pour dater quelque chose, dater une éruption avec un âge absolu. Mais on peut aussi dater finalement et donner un ordre de grandeur des temps sur des processus comme les temps de résidence des magmas dans un réservoir ou le temps de dégazage selon finalement le couple père-fils que vous allez utiliser. Donc ça, c'est en fonction finalement des isotopes que vous allez regarder, c'est aussi une des voies d'application de l'aspect temporel. Et on peut aussi, c'est ça que je vais plus développer aujourd'hui, regarder finalement l'hétérogénéité des cristaux. Donc là, vous avez encore des images de quartz, cette fois-ci. Vous voyez l'hétérogénéité de composition à l'échelle micrométrique. Et ici, vous avez un échantillon, un cristal d'orthopyroxène. Vous voyez qu'il y a un cœur, puis une bordure intermédiaire qui est beaucoup plus orange, donc il y a une composition différente, et après on revient à une autre bordure externe, tout ça dans du verre volcanique. Et donc, quand on va analyser en fait cette hétérogénéité de composition, à partir de cette hétérogénéité-là, on va pouvoir avoir un temps grâce en fait à l'utilisation d'éléments chimiques dont on va connaître le coefficient de diffusion. Et vous voyez qu'ici, je vous ai mis une image qui vous montre en fait les échelles de temps qui sont accessibles. Et donc vous avez des échelles de temps qui sont assez courtes, de l'ordre de la minute à l'heure, dans des cristaux comme les feldspaths ou les oxynes. Et on peut aller jusqu'à l'année, voire le millier d'années, avec par exemple le magnésium dans les feldspaths ou fer magnésium dans les pyroxènes. Donc vous avez en fait une diversité des chronomètres. Et comme vous avez une diversité des cristaux, une diversité des chronomètres, ça vous donne en fait accès à pas mal de temps sur les différents processus qui nous intéressent. Alors du coup, sur le principe, en fait, c'est assez simple. Vous avez en fait un cristal dans votre réservoir magmatique, donc comme je vous montrais tout à l'heure. Votre cristal, il va croître dans un magma qui a une composition notée ici EM1. Et donc, votre cristal, son cœur qui commence à cristalliser ici une composition EM1. Il se passe un événement lambda, alors ça peut être une injection de magma, de compositions différentes, un réchauffement, un dégazage. Et vous avez cette composition du liquide magmatique qui va changer et qui va devenir une composition dite EM2. Et donc, vous allez cristalliser une bordure de composition EM2 qui est différente du cœur. Et donc, votre cristal, en fait, il va avoir un saut de composition. On imagine ici une marche d'escalier où vous avez un cœur bleu et une bordure rosée ici de composition EM2. Et ça, la nature, elle n'aime pas du tout.
Donc il y a le processus de diffusion qui va faire que entre ces deux zones du cristal, quand vous êtes encore dans le réservoir magmatique, comme il fait chaud, vous allez avoir en fait une diffusion entre ces deux compartiments du cristal pour retrouver un équilibre des compositions. Et ce processus de diffusion, en fait, ça va vous faire, comme ici tracé en rose, des profils dits de diffusion. Et la diffusion, comme elle va dépendre du temps écoulé depuis la formation ici de votre marche d'escalier, vous allez pouvoir, en analysant ici ce profil et en le reconnaissant comme un profil de diffusion, accéder à un temps qui est le temps depuis la cristallisation ici de cette bordure. Et donc, le temps depuis, en fait, le processus qui s'est passé dans votre réservoir. Donc, c'est ce qu'on fait. Alors ici, vous avez un cristal d'orthopyroxène et vous avez le cœur ici en EM1 et la bordure en EM2. Et donc, si vous faites un profil entre le cœur et la bordure, vous voyez que vous avez la composition du pyroxène qui change. Donc là, on l'exprime en rapport fer sur fer-magnésium. Et vous avez ce rapport qui évolue vers une composition qui est plus riche ici en magnésium. Et donc, vous avez en fait une différence de composition. Vous voyez qu'ici, vous avez un plateau. Donc, le cristal a eu le temps de cristalliser cette composition-là sur plusieurs microns. Et ici, vous avez un autre plateau, EM2. Et donc, il y a eu le temps aussi de cristalliser cette bordure. Mais entre les deux, vous avez ici ce fameux profil de diffusion. Et donc, selon les cristaux, alors c'est plus ou moins technique. On va regarder dans telle ou telle orientation cristalline. Donc ça, vous verrez les hétérogénéités en fonction des plans et des facettes des cristaux. Mais on va choisir, selon les cristaux, en fait, des cristaux où le profil est peu affecté par la croissance, ou au contraire, on va intégrer la croissance dans le calcul des temps. Donc ça, c'est après la cuisine qu'on fait. Mais toujours basé sur les lois de diffusion. Donc, je ne rentre pas dans le détail, hein, mais c'est juste pour vous donner les bases de la physique, en fait, pour vous montrer que finalement, ce qu'on fait après sur les produits naturels, il y a une base physico-chimique que vous allez voir en cours de manière peut-être purement théorique, mais finalement qu'on applique après sur des cas qui nous intéressent. Donc, vous avez ici la loi qui régit la diffusion des éléments dans les cristaux. Donc, c'est la première loi de Fick. Vous voyez qu'elle dépend de la distance dans le cristal et du temps. Et donc, comme je vous disais, on peut intégrer ou pas un paramètre de croissance dans cette expression de la loi de Fick. Et Fick a proposé une deuxième loi qui en fait, c'est l'image finalement qu'on prend comme analogie, comme sur votre compte en banque où vous avez un flux entrant par mois et un flux sortant, c'est vos dépenses. Donc là, c'est pareil, en fait, dans une zone du cristal, vous avez un flux entrant et un flux sortant par diffusion. Et donc, on arrive à une évolution de la composition du cristal qui est celle-ci et qui est en fait une équation différentielle. Et donc, en résolvant cette équation différentielle, vous aurez accès à un temps. Donc ça nécessite en fait différentes prérogatives où vous devez connaître les conditions initiales, les conditions limites et votre coefficient de diffusion. Alors, le coefficient de diffusion, c'est le facteur le plus limitant finalement parce qu'il est déterminé expérimentalement. Donc, vous vous réveillez pas un matin en disant « Tiens, je vais regarder la diffusion je sais pas, du lithium dans les oxydes » parce qu'il faut qu'il soit calibré expérimentalement. C'est des paramètres qui vont nécessiter en amont en fait, un travail de détermination. Alors, c'est des études passionnantes à faire où vous prenez vos cristaux, vous les faites pousser et vous regardez finalement comment expérimentalement on peut définir ce coefficient de diffusion. Et donc, il en existe une panoplie dont ici vous avez l'expression de l'interdiffusion de fer et magnésium dans l'olivine. Vous voyez qu'elle dépend de la fugacité en oxygène, de la composition en fer, de la pression, de la température. Donc après, vous pouvez simplifier cette expression selon votre système, selon ce que vous regardez vous. Et donc après, vous avez plusieurs stratégies pour les conditions initiales. Soit vous partez de la marche d'escalier comme je vais vous montrer, ou vous pouvez aussi modéliser votre condition initiale en regardant un élément qui a une diffusivité différente de celui que vous regardez. Donc vous avez en fait plusieurs techniques pour générer un profil initial.
Sachant qu'à la fin, en fait, ce profil initial, il aura une incertitude sur le temps estimé à la fin d'un ordre de grandeur de 1,5 à peu près sur le temps que vous allez estimer. Alors, ce que j'utilise principalement, ce que je vais vous montrer ici, c'est le fer magnésium dans les orthopyroxènes. Dans les magmas différenciés, c'est un des cristaux les plus représentés et qui a l'avantage, en fait, souvent d'avoir une bordure externe qui enregistre finalement le dernier processus avant une éruption dans le réservoir. Donc, on regarde la bordure externe, ce petit changement ici de quelques microns, et on va coupler deux techniques. La microsonde électronique, où on a en fait un profil qui est de haute qualité en termes d'analyse en fait, et un profil au microscope électronique à balayage, où là votre spot il a une haute résolution spatiale. Et donc en couplant les deux techniques, on arrive à avoir un profil intégré qui, à la fois spatialement et analytiquement, est bien résolu, et on va pouvoir modéliser en termes de diffusion ce profil et avoir un temps. Donc ça permet en fait d'avoir, quand vous le faites sur plusieurs cristaux, je vais vous montrer que finalement l'intérêt c'est aussi d'avoir une statistique sur ces temps et sur les évolutions de composition, parce que tous les profils, là je vous mets une histoire comme si tous les profils étaient exploitables, mais en fait vous passez plein de cristaux et parfois vous représentez votre profil, il est bruité et du coup il a trop d'incertitudes ou il n'est pas exploitable pour le temps, mais il peut être exploitable en termes de composition et du coup en termes de processus qui a généré finalement cette bordure. Et donc en couplant ces informations de composition et de temps, on va avoir une image à la fois spatiale et temporelle de la dynamique des zones d'alimentation sous le volcan que vous étudiez. Donc, maintenant que je vous ai montré un peu la théorie, on va regarder un peu une application. Donc, on va voyager un peu. Je vais vous emmener au Kamchatka, qui est cette péninsule russe qui est au nord du Japon. Donc, vous avez l'arc des Kourils ici, et puis la fosse des Aléoutiennes ici. Et donc, vous avez le Kamchatka qui est une zone où volcaniquement, vous avez des dizaines de volcans ici qui sont alignés sur la côte est. Et donc, il n'y a pas beaucoup de population. Mais il y a des observatoires, un observatoire qui enregistre finalement l'activité de ces volcans. Et donc on est allé sur le volcan du Kizimen, qui est ici au nord de la chaîne. Alors ça, vous avez une image ici du volcan avec ce qui va nous intéresser ici, les produits de la dernière éruption entre 2010 et 2013. Alors pourquoi est-ce qu'on est allé là-bas ? Pas juste parce que les paysages sont magnifiques, mais aussi parce que finalement on a la chance d'avoir une éruption où l'éruption qu'on a regardée s'est passée après un temps où il n'y avait pas eu d'activité volcanique, et donc on a un réveil du volcan et après une période de latence où il n'y a pas de signaux parasites, et on a aussi des enregistrements du coup sismique qui sont dits propres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas bruités par le volcan d'à côté ou autre. Donc on a quelque chose qui, justement pour notre idée de coupler les chronomètres pétrologiques avec des enregistrements d'un observatoire, sont intéressants. Donc on est allé sur le terrain et on a échantillonné cet écoulement. Donc il est ici en vue ici latérale, l'écoulement qui est ici. Et le volcan qui est toujours actif, il y a toujours des petites fumerolles sur les flancs. Et donc, cette éruption, c'est l'éruption qui a commencé en décembre 2010 jusqu'en 2013. Et avant cette éruption, si on récapitule les faits finalement visibles en surface, on avait une augmentation de l'activité des fumerolles quelques temps avant. Et à partir de 2009, on a eu une augmentation de la sismicité. Avant, il s'était passé une autre crise sismique en 1963 et l'éruption précédente avait eu lieu quasiment un siècle avant, entre 1927 et 1928. Donc on n'avait pas d'éruption depuis un siècle. Et donc on a voulu échantillonner cette éruption à la fois pour contraindre le système d'alimentation magmatique, mais également pour avoir des temps et
du coup, lancé cette idée de petrological monitoring, c'est-à-dire d'avoir en fait une imagerie dans le temps de ce qui se passe en profondeur, afin finalement de les relier à ce qu'on pourrait enregistrer en surface et de se dire, voilà, si j'ai un réveil, si j'ai tel signaux en surface, je potentiellement en profondeur tel type de processus magmatique. Et donc ça peut aider en cas de gestion de crise sur des volcans. Alors, pas forcément sur le Kizimene parce qu'il n'y a pas de population autour, mais sur d'autres volcans où il y a une gestion de la population à faire. Donc ici, les photos des échantillons qu'on a récupérés, donc ils sont assez différents. Vous avez une dacite avec un pourcentage de silice aux alentours de 63%. Et je vais vous parler après aussi d'une andésite avec un pourcentage de silice qui est un peu plus faible, autour de 58%. Et donc quand vous vous baladez, vous avez des gros blocs comme ça de magma qui ont été projetés ou dans certains des fragments d'écoulement. Et vous avez des échantillons rubanés comme ceci, c'est-à-dire que vous prenez votre magma dacitique et vous les mélangez comme si vous faisiez un gâteau marbré en fait. Sauf que vous gardez votre marbrure parce que vous n'avez pas une homogénéisation après votre mélange de magma. Et donc sur ces échantillons qu'on a broyés gentiment, on a extrait des orthopyroxènes, vous voyez quasiment 2000 cristaux. On a échantillonné aussi des plagioclases, donc pareil à peu près 1500 cristaux, et aussi des magnétites, donc des petits oxydes, qui vont nous servir de thermomètre. Puisque pour le coefficient de diffusion, pour les paramètres de diffusion, la température est l'un des paramètres les plus importants à contraindre. Et donc, on va regarder les orthopyroxènes, on va regarder finalement leur hétérogénéité de composition. Alors, vous en avez qui sont pas du tout, on va dire, zonés, c'est-à-dire qu'ils sont homogènes. Donc, eux, ils ont une vie tranquille, ils n'ont jamais vu de perturbation, ils ont une composition qui est finalement mon histoire de cristallisation fractionnée sans perturbation. Puis, il y en a d'autres qui voient des compositions dites normales ou inverses. Alors, normal, c'est normal par rapport à ce qui est attendu par cristallisation fractionnée. Inverse, c'est que là, il s'est passé quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on attendait par juste une évolution simple par cristallisation fractionnée. Puis il y en a des plus complexes qui hésitent, qui font un coup inverse, un coup normal. Et donc, toutes ces compositions, on va les interpréter avec des résultats expérimentaux. Vous verrez des diagrammes de phase qui vont vous permettre d'interpréter. Alors ici, en termes de température, vous avez la température en ordonnée et les compositions des pyroxènes en abscisse. Alors les pyroxènes, ils varient entre un pôle magnésien et un pôle ferreux. Et donc en fonction de cette composition, vous savez que vous avez plutôt un pyroxène de haute température, donc riche en magnésium, ou plutôt de basse température, riche en fer. Donc là encore, c'est pour vous montrer que finalement, ces petits diagrammes de phase qui vont peut-être vous embêter pendant certains TD, finalement, c'est utile pour l'interprétation de compositions naturelles. Et donc, on fait une statistique des hétérogénéités de composition sur nos deux types d'échantillons, donc les dacites et les andésites. Et vous voyez que sur les dacites, on a, comme sur les andésites d'ailleurs, une majorité de non-zonés. Donc finalement, le processus perturbateur dans mon réservoir, il n'a affecté qu'à peu près 40% des cristaux. Donc ça, c'est une information sur la dynamique des réservoirs déjà. Sur certaines éruptions, vous avez 80% des cristaux qui sont non zonés, donc c'est des petits événements périphériques, alors que sur certaines éruptions, tous les cristaux sont zonés. Donc là, vous avez des processus qui vont englober tout le réservoir magmatique. Donc déjà, vous avez une première information sur la dynamique des réservoirs. Et une autre information, c'est que dans les dacites, vous avez une majorité de zonation normale, alors que dans les andésites, vous avez une majorité de zonation inverse. Donc mes deux magmas, ils ont vu finalement des processus différents. Donc on va devoir expliquer pourquoi et finalement rentrer ces considérations dans un modèle de dynamique du réservoir. Alors si on regarde les compositions, on a ici les compositions représentées en termes de nombre de cristaux en ordonnée, la composition des pyroxènes, donc en non-statite, c'est-à-dire en rapport magnésium sur magnésium plus fer. Donc ici, vous avez en gris la bande qui correspond aux cristaux non zonés. Et vous voyez que ensuite, vous avez les cœurs en bleu
des andésites et les cœurs ensuite des orthopyroxènes en jaune pour les dacites. Donc vous avez toujours le code couleur dacite jaune et andésite bleu. Et que tous les cœurs ont finalement la même composition de tous les orthopyroxènes, qu'ils soient zonés ou pas. Donc ils ont tous la même origine, mais par contre ils ont des bordures différentes. Soit des bordures identiques à la composition du cœur, soit des bordures moins riches en enstatite, comme les dacites, ou vous voyez ici les bordures plus riches en enstatite des andésites. Donc en premier ordre, on peut évoquer en fait un processus uniquement thermique où la dacite verrait un refroidissement et l'andésite verrait une augmentation de température liée ici à la lecture du diagramme de phase. Alors ça c'est au premier ordre, hein. Expérimentalement, on commence à avoir des données sur l'influence de la pression ou des teneurs en eau du magma sur la composition des orthopyroxènes. Donc ça aide finalement à compléter cette image processus-composition qu'on a sur les orthopyroxènes. Si on fait la même chose sur les plagioclases, alors les plagioclases, ils sont toujours beaucoup plus compliqués, finalement un enregistrement beaucoup plus complexe que les orthopyroxènes. Là, vous avez différentes photos prises au microscope électronique à balayage. Alors là, en termes de composition, et là uniquement au niveau de gris. Vous voyez que vous avez ici un cœur qui est bien net, une première bordure et une autre bordure externe. Donc vous avez une histoire beaucoup plus complexe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici vous avez le diagramme de phase des plagioclases entre un pôle plutôt sodique et un pôle plutôt calcique. Et en fait, les plagioclases, ils sont beaucoup plus sensibles aux petits changements dans le réservoir, que ce soit en termes de température ou de pression partielle d'eau. Et donc, ils vont avoir une oscillation à plus petite échelle. Et vous avez même ici un cœur qui a été complètement fondu. C'est-à-dire que vous aviez un cristal de plagioclase et il a vu une hausse de température, il a commencé à refondre et finalement, après, il s'est resolidifié et a servi de nucléus pour une cristallisation qui était, comme ici, la bande plus claire, plus stable à un moment donné, dans des conditions plus stables dans le réservoir. Et donc, si on regarde les compositions et les hétérogénéités de composition dans les plagioclases, entre les dacites et les andésites, vous avez en fait une image où on a, comme pour les orthopyroxènes, on a des processus différents en fait, qui affectent ces deux magmas. Et donc, on va voir un peu plus loin le détail de ces plagioclases. Alors ici, vous avez en fait, en termes de proportion, les proportions des différentes compositions des plagioclases. Alors on va aller du cœur vers la bordure. Alors là, vous avez pour les dacites, vous avez les cœurs. Vous voyez que vous avez une large gamme de compositions, entre anorthite 36 jusqu'à 88. Et vous avez les cœurs des andésites qui, grosso modo, balayent la même gamme de compositions. Donc là encore, comme les orthopyroxènes, on a une origine commune de tous les plagioclases dans mes deux magmas. Donc c'est bien, c'est qu'on a en fait une histoire qui est homogène pour l'instant entre les orthopyroxènes et les plagioclases. Mais autant pour les pyroxènes, j'avais que ma bordure externe à regarder, que pour les plagioclases. Les plagioclases des dacites ont uniquement une bordure externe qui a une composition qui est beaucoup plus restreinte. On perd les teneurs fortes en anorthite. Alors que pour les andésites, on est obligé de regarder en fait la zone intermédiaire. Donc ça, c'est le plagioclase de tout à l'heure, où on a une zone intermédiaire dans le cristal qui a une composition qui est encore plus hétérogène entre certains qui ont des teneurs faibles en anorthite et d'autres qui ont des teneurs relativement élevées en anorthite. Donc les plagioclases enregistrent un épisode que les orthopyroxènes ne voient pas ou n'enregistrent plus. Et ensuite, si on regarde la bordure externe des plagioclases, on a quasiment toute une composition qui converge vers la même composition, quelle que soit la bordure intermédiaire. Donc on a une histoire plus complexe de ces plagioclases, mais qui montre que la dacite a eu une histoire beaucoup plus simple, finalement, mon magma dacite a une histoire beaucoup plus simple que mon magma andésitique, qui a eu à enregistrer un épisode intermédiaire, notamment un épisode de fusion. On le voit sur certains plagioclases ici. Vous avez en fait
une bordure qui est festonnée. Donc quand vous regardez vraiment à petite échelle, vous voyez des épisodes de fusion. Et à la fin, finalement, on a quelque chose qui réhomogénise toutes nos compositions. Donc à partir de là, on peut avoir en fait proposer un modèle de tous les processus qui se sont passés en amont de l'éruption. Donc on a d'abord un magma commun au magma dacitique et au magma andésitique, c'est-à-dire qu'on partait d'un magma dacitique qui a vu arriver une injection de magma. C'est pour ça que maintenant l'image d'un réservoir unique fermé qui communique pas avec l'extérieur est fausse, parce qu'on a périodiquement des réinjections. Et donc, on arrive à un réservoir qui est maintenant zoné, avec du magma dacitique qui n'a pas vu cette injection et du magma andésitique qui résulte de ce mélange avec l'injection. Donc, mes cristaux enregistrent tout ceci et ils enregistrent aussi à la fin quand ils récupèrent une bordure extérieure avec la même composition. On imagine un mélange entre ces deux magmas, dacitique et andésitique, pour homogénéiser les compositions, et ça avant l'éruption. Et lors de l'éruption, les deux magmas sortent, mais on a des évidences qu'ils ne se mélangent pas complètement. Donc, rien que par les textures des cristaux, on va avoir cette histoire pré-éruptive, et maintenant on va pouvoir mettre, grâce au chronomètre, un temps sur ces processus. Donc on a utilisé le chronomètre magnésium dans les plagioclases et le chronomètre fer-magnésium dans les orthopyroxènes. Alors dans les orthopyroxènes, on a eu très peu de temps sur les dacites et un peu plus de temps sur les andésites. Et quand on regarde en termes de pourcentage de répartition des temps, on a finalement 80% des temps qui sont dans les 1 an et demi, 18 mois avant l'éruption. Donc on sait que les mélanges de magma enregistrés par nos cristaux qui forment la bordure extérieure s'est produit 1 an et demi avant l'éruption. Et quand on regarde les plagioclases, avec la modélisation donc, du magnésium sur la bordure externe elle donne aussi des temps courts aux alentours de 2 ans. Donc ces temps sont similaires à ceux sur les orthopyroxènes. Donc on dit sur la bordure externe, on a le même ordre de grandeur pour ce processus de mélange final. Donc 1 an et demi à 2 ans avant l'éruption, on a cet événement magmatique. Et en plus, dans les plagioclases, on a aussi quelques temps longs, entre 30 et 50 ans. Et ça, on imagine que ça peut représenter la crise sismique de 1963, donc moyennant les incertitudes sur les temps. Et donc, les plagioclases, en fait, enregistreraient en fait, une histoire beaucoup plus complète des processus avant l'éruption que les orthopyroxènes, où la diffusion étant un peu plus rapide, finalement, ils ont peut-être enregistré au moment de la crise cet épisode-là, mais en fait, par diffusion après, on a complètement annihilé finalement cette hétérogénéité de composition liée à la crise de 1963. Et donc, on arrive à avoir un modèle pétrologique, non seulement en termes de processus, mais aussi également en termes de temps. Et alors, en allant voir nos collègues sismologues, on a pu avoir l'enregistrement sismique, donc qui est ici sur, donc là c'est entre 2003 et 2010, et là vous avez un zoom entre mai 2009 et l'éruption de 2010. Et donc, vous voyez qu'il y a une augmentation ici des signaux sismiques. Donc là, le saut est dû à un changement dans les stations. Mais vous voyez qu'ici, il n'y avait rien. Entre 2009, entre mai, juillet et septembre, il n'y avait rien. En septembre, ça augmente un peu plus. Et à partir de mars 2010, on a un signal qui continue et qui est en nombre et en magnitude des séismes qui est important. Et on arrive à le corréler finalement avec nos temps. Et donc avoir une bonne adéquation entre une crise sismique qui débute 1 an et demi avant l'éruption et les processus de mélange dans les réservoirs en profondeur qu'on image avec nos cristaux. Donc ça, c'est une technique qu'on a qui valide finalement la corrélation entre ce qu'on peut pétrologiquement observer et des signaux de réactivation qu'un observatoire peut capter, notamment par la sismologie. Au Kizimène, le risque est assez limité, puisqu'à part les ours, finalement, une éruption, elle ne va pas forcément
trop perturber localement les populations, voire un peu les avions localement, mais ça reste à l'échelle très locale. Et donc, on a cherché une cible avec une vulnérabilité plus importante. Et donc, je vous ai parlé de la montagne Pelée en Martinique. Donc ça, c'était le volcan en fait sur lequel on s'est focalisé pour un projet ANR qui a été financé en 2019 sur cette identification en fait des temps en amont d'une éruption afin de créer en fait un système d'alerte précoce pour en cas de réactivation volcanique. Et donc ici, vous avez l'image en fait qu'on a avec les niveaux d'alerte en couleur, en fonction finalement de l'état du volcan, s'il est en repos, s'il est en vigilance accrue, en préalerte ou l'alerte, c'est-à-dire en éruption. Et donc, vous voyez qu'il y a des délais possibles. Et donc, l'idée, c'était de contraindre ces délais et voir finalement sur des éruptions passées, parce que le problème, entre guillemets, à la Martinique et à la montagne Pelée, c'est que même s'il y a un observatoire, il n'y a pas encore d'enregistrement d'une éruption en direct. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur des éruptions passées pour voir si on a des temps systématiques qui seraient utiles en cas de réactivation et utiles pour les autorités pour prendre des décisions, en fait. Parce que finalement, quand vous avez un volcan qui passe en état d'alerte, c'est le préfet qui décide de passer en état d'alerte, mais il consulte quand même les scientifiques. Mais souvent, il vous dit, finalement, quand est-ce qu'il va y avoir une éruption ? Ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas encore capable de dire l'éruption elle va commencer dans 20 jours, 3 ans et avec tel type de phénomène. Mais on essaye d'avoir le plus possible d'informations pour augmenter la probabilité en fait, de notre réponse, de dire on vous donne avec un tel niveau de confiance, telle réponse et telle à vos questions finalement. Et donc, c'est un projet qui est à la fois sciences de la Terre, mais également aussi avec des sciences humaines et sociales, parce que il y a le côté finalement éducation de la population. Donc, comment est-ce que la population va réagir si vous lui dites en amont, il y a une éruption dans 3 mois ou une éruption dans 3 ans, comment la population va se préparer, et les autorités aussi pour avoir un dialogue avec les autorités qui soit pas qu'avec des scientifiques sciences de la Terre. Donc, pourquoi la montagne Pelée ? Parce que c'est l'un des volcans qui a été les plus actifs, en tout cas dans l'arc des Petites Antilles. Donc là, vous avez l'arc des Petites Antilles actif avec les volcans, une douzaine de volcans actifs, dont la Martinique qui est au centre de l'arc et le volcan de la montagne Pelée qui est au nord de l'île et qui est donc le volcan actif actuellement. C'est un volcan qui est tristement célèbre parce qu'en 1902, vous avez eu ici l'éruption qui a détruit la ville de Saint-Pierre. Donc là, vous avez des dépôts dans une habitation. Et c'est une éruption clé, en tout cas cette éruption-là, parce que c'est une des éruptions qui a tué le plus de personnes. Vous aviez à peu près 30 000 morts, directement par un phénomène éruptif, en fait. Donc vous avez une éruption qui a tué, enfin vraiment toute la population le 8 mai 1902 et qui a rasé la ville de Saint-Pierre. Et donc, quand on étudie les éruptions passées du volcan, donc c'est pareil, vous avez un travail d'abord de terrain, de voir les dépôts, les datations de ces éruptions, et on peut reconstituer une chronologie de ces éruptions, une chronologie et un type d'éruption. Donc à la montagne Pelée, vous avez 2 types d'éruptions principales, les éruptions pliniennes. Donc ça, c'est les éruptions avec type Pompéi, avec les grands panaches de cendres de ponce. Et les éruptions à dôme, comme ici, le dôme, vous avez le reste du dôme de la dernière éruption magmatique de 1929 et le reste du dôme de 1902, dont je viens de parler. Et en plus, vous avez en fait différentes caractéristiques de ces éruptions, notamment celle à dôme qui, comme en 1902, le dôme n'a pas fait que croître gentiment, comme si vous aviez votre tube de dentifrice, vous appuyez dessus et votre magma s'accumule au point de sortie. Là, pour le cas de 1902, en fait, vous avez une explosion de ce dôme qui a créé finalement l'effet dévastateur de la destruction de la ville de Saint-Pierre. Et donc, c'est
c'est un des volcans où il y a les étoiles, en fait, une répétabilité de ce processus d'explosion de dôme qui est assez important et qui est un des enjeux majeurs en termes de prévention, parce que vous pouvez vous dire, ah, tiens, le dôme, il croît gentiment, et puis finalement, à un moment, il arrête de croître gentiment, et il y a une phase explosive, et qui n'est pas facile à anticiper, finalement. Et donc, alors, les différentes études pétrologiques ont montré que finalement, dans la montagne Pelée, vous aviez dans les 5000 dernières années, donc c'est l'échelle de temps qui va nous intéresser ici, vous aviez un système d'alimentation qui était avec une géométrie plutôt stable dans le temps, avec des magmas qui venaient quasiment tout le temps d'un réservoir qui était vers 2 kilobars, c'est-à-dire 6-8 km de profondeur, et avec des caractéristiques, vous voyez, qui une température relativement dans un intervalle de température qui est faible, 875-900 degrés, avec des teneurs en eau qui sont toujours autour de 5-5,5%. Et donc, on a des magmas qui sont des andésites acides qui sont émises. Et donc, sur ce schéma, on a regardé les 5 dernières éruptions pliniennes qui couvrent donc une période à peu près de 4000 ans pour voir finalement ce qui se passait dans le réservoir magmatique avant ces éruptions-là. Donc, on a été chercher nos petits orthopyroxènes et on a appliqué le chronomètre fer-magnésium dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, là, je vous montre un montage finalement sur une pastille qui fait à peu près 1 cm, 1,5 cm de diamètre. Donc, vous avez vos pyroxènes qui sont alignés et que vous regardez après un à un pour détecter les variations de composition. Donc, c'est un travail qui est en cours. On n'a pas encore traité toutes les données. Donc là, vous avez un exemple de profil de diffusion sur la bordure de ce pyroxène ici, qui donne à peu près 120 jours. Et ici, en bordure, une autre avec 258 jours. Et donc, les résultats montrent que, finalement, quelle que soit l'éruption, là, vous avez les nombres de profils traités en fonction du temps qui est indiqué en mois. Vous avez en fait des temps qui sont globalement, qui montrent une statistique entre 0 et 18 mois. En fait, il s'est passé quelque chose dans les 18 mois avant l'éruption, et ce, peu importe finalement l'éruption. Donc, on se dit que finalement, quelle que soit l'éruption plinienne, donc sur 4000 ans avant, sur les derniers 4000 ans, on a un événement perturbateur qui déclenche l'éruption, qui se passe dans les 18 mois avant l'éruption. Donc ça permet en fait de donner une contrainte supplémentaire. Si on a ce temps qui est confirmé de 18 mois en termes de finalement perturbation prééruptive, on a ce temps qui est disponible avant une éruption et donc qui donne une contrainte supplémentaire pour la prise de décision lors d'une réactivation. Donc, en termes de surveillance, ça donne quand même en fait une contrainte importante sur, comme je disais, sur la prise de décision, sur ce qui se passe en profondeur, mais qu'on ne voit pas. Mais si on imagine que si c'est stable pendant 4000 ans sur ce type d'éruption-là, on peut imaginer qu'en tout cas, on a une probabilité assez forte que ça se reproduise dans le futur. Et donc, ça permettrait de développer ce nouvel indicateur de temps et de lier finalement les processus pétrologiques en profondeur et des signaux de réactivation en surface. Donc c'est pour ça qu'on peut lier finalement pétrologie et surveillance volcanologique, et pas seulement sur des éruptions actuelles, sur des éruptions également passées. Donc c'est vraiment le côté des éruptions passées, le passé est la clé pour le futur, parce que en étudiant de manière statistique, de manière détaillée finalement un volcan, plus vous allez le connaître, plus vous aurez de billes finalement pour discuter lors d'une réactivation de ce qui peut se passer dans le futur en termes de type d'éruption, en termes de temporalité des processus. Et ça permet en fait de mieux gérer en fait une future crise et finalement tout ce qui est plan ORSEC, qui sont les plans d'organisation de réponse de la sécurité civile en cas de réactivation, qui soient revisités quand on amène régulièrement des nouvelles données. Alors, une des caractéristiques de la volcanologie, c'est que c'est pas
que monothématiques. Là, je vous présente finalement les données qu'on peut proposer en termes de données de type pétro-géochimique. Mais finalement, en termes de surveillance géophysique, vous avez aussi plein d'avancées. En termes de développement, alors ici, je vous ai mis une photo d'un drone parce que c'est ce qui est actuellement quelque chose qui est assez développé, bien les mesures drone, du coup à distance, en particulier de la composition chimique des panaches, où là, finalement, vous pouvez lancer votre drone et si technologiquement il est bien utilisé et qui résiste finalement aux conditions acides du panache, vous donnez en temps réel finalement un suivi et pareil, connaissant finalement la dynamique de votre volcan, avoir des informations en temps réel qui sont là sur de l'opérationnel en fait. Mais donc c'est vraiment quelque chose où toute nouvelle connaissance, qu'elle soit géophysique, géochimique, sur les modalités finalement de dynamique du système d'alimentation et des éruptions vont petit à petit permettre de mieux comprendre finalement les volcans et du coup de mieux assurer leur surveillance au cours du temps. Merci. Là, alors, non, si les niveaux d'alerte qu'on voit ici, c'est transposable à d'autres volcans au final. En fait, ce système vert, jaune, orange, rouge, c'est un système quasiment utilisé mondialement pour justement que ce soit quelque chose de simple et d'organisé. Et donc, après, oui, les données qu'on va acquérir, elles sont publiées et donc elles sont accessibles à toute la communauté. Donc après, en fait, elles sont partagées au sein de la communauté et les observatoires qu'il y a sur Terre peuvent avoir accès à ces données et du coup voir ou faire les mêmes études pour les appliquer après à leur volcan. Ouais. Est-ce qu'il y a des sociétés précises qui gèrent les risques sismiques et volcaniques? Des sociétés précises qui gèrent les risques, des sociétés privées, tu veux dire? Alors, privé, oui, il y a toujours des bureaux d'études de risques. Alors, sismique, oui, sur les risques de tremblement de terre. Volcanique, c'est plutôt l'État, finalement, et il y a aussi le BRGM, qui a une partie, un service aussi de surveillance. Mais en termes de privé, pour le volcanisme, non, c'est surtout après les universitaires et les observatoires dans lesquels il y a les universitaires et puis quelques particuliers, mais c'est surtout de la recherche publique. Tu parles des inclusions vitreuses, là, comment est-ce qu'on arrive à avoir... Alors, ces inclusions vitreuses dont j'ai parlé, là, ces petites gouttelettes de magma, en fait, il y en a... Alors, il y a certains... dans certaines éruptions, il n'y en a pas du tout. Les cristaux n'en captent pas. Dans d'autres, effectivement, il y a une recristallisation de cristaux ou une bulle qui apparaît parce que les éléments volatiles dans le magma arrivent à saturation, donc il y a une bulle qui apparaît dans les inclusions vitreuses. Donc, là, ça a l'air tout simple comme ça d'utilisation, mais en fait, ça demande un travail de recherche, de préparation et d'analyse où soit tu les mets à l'affleurement, soit tu les mets pas à l'affleurement justement, mais tu as des techniques qui te permettent de passer à travers le cristal et d'aller analyser le verre. Et après, il y a un retraitement des données pour voir si elles sont, on dit, à l'équilibre avec le cristal ou si elles ont un peu grignoté finalement le cristal et leur composition a un petit peu changé. Donc, il y a tout un traitement des compositions et des données. C'est pas juste j'analyse et j'utilise la donnée tout de suite, en fait. Mais c'est un outil qui est assez fort parce que finalement, ça donne accès à tout le magma échantillonné pendant la remontée et le stockage des magmas. Attends, plus...
Pas forcément, j'allais dire oui, enfin je prêche pour ma paroisse, mais en fait, quand tu as une éruption, tu as forcément des produits émis, donc tu as forcément du produit solide, donc tu as ton magma, et au fur et à mesure des éruptions, si tu échantillonnes, tu as forcément de plus en plus d'informations sur ce qui est émis, donc ce qui est stocké, et potentiellement ce qui peut être émis dans le futur. Donc oui, c'est... Au Piton de la Fournaise, dès qu'il y a une éruption, ils vont l'échantillonner. Même si ça reste une énième coulée de lave, ils y vont parce que tu as un suivi temporel en fait, des éruptions. Au Kamchatka, c'est pareil. J'ai des collègues russes qui vont, à chaque fois qu'il y a une éruption, échantillonner. Et du coup, on voit l'évolution du système volcanique aussi. Et on peut aussi faire une relation avec le contexte tectonique, en fait. Comment la subduction, quand c'est un contexte de subduction, comment la subduction évolue. Et on relie après... Par exemple, si tu fais une étude à l'échelle d'un arc volcanique, l'évolution des compositions des magmas avec l'évolution de la géométrie de la zone de subduction ou autre. Donc, il y a plein de façons de faire les études pétrologiques, soit sur des échelles de temps très longues, soit sur une éruption, tu vas regarder dans le détail la composition, tu peux regarder différents paramètres, les éléments majeurs, des éléments traces ou des compositions isotopiques pour aller de manière plus fine et raffinée finalement. Ne serait-ce que sur une éruption, comment le magma s'est comporté. Donc, mais oui, il y a forcément de la pétrologie. D'ailleurs, de la pétrologie, il y a une de vos anciennes étudiantes qui est en thèse avec moi qui en fait. Donc, elle était ici, sur ces bancs, il y a quelques années. Et maintenant, elle a choisi de faire une thèse. Donc, c'est une chance que vous avez finalement ici, c'est d'avoir une diversité des choix possibles après. Et pendant votre cursus, qui est incroyable, en fait. Donc, maintenant que vous avez fait le plus dur, la prépa, profitez d'être ici. Quoi la réaction des autorités quand tu leur dis une éruption fulminante, elle peut arriver dans 18 mois, enfin, dans quelques mois ou dans 18 mois? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour prévenir des risques? Tu ne peux pas évacuer la population. Et justement, c'est voir, est-ce qu'ils attendent le dernier moment pour prévenir? Est-ce que si tu as préparé les populations en amont avec vraiment une préparation même psychologique, même opérationnelle, de dire, il y en a qui vont préférer partir tout de suite, il y en a qui vont attendre le dernier moment, il y en a qui vont préparer leur maison parce que tu quittes pas ta maison comme ça du jour au lendemain, si tu as été prévenu ou pas. Et donc, les collègues des sciences humaines font passer des questionnaires, en fait, et ils auront tout un protocole de voir comment la population réagit. Et après, c'est un peu comme au Japon, tu éduques les populations face au séisme, là, éduquer les populations face au risque volcanique. Et on n'est pas encore au même niveau, en fait. Donc, on l'a bien vu, la dernière éruption qu'il y a eu dans les Antilles à Saint-Vincent, les populations, elles ont été déplacées. Enfin, c'est pas forcément... Encore là, ils ont eu quelques jours, mais ils ont décidé. Après, c'est de l'opérationnel, mais ça peut être bénéfique, mais réussi comme dans le cas de Saint-Vincent, et puis raté comme dans le cas de la Guadeloupe en 76. Mais voilà, c'est le risque que toi tu prends quand tu prends ta décision par rapport aux bénéfices, puis par rapport aux risques aussi économiques, en fait, et aux retombées économiques. Enfin, c'est un enchevêtrement de toute... j'aimerais pas être à la place, au final, du préfet. C'est pas forcément évident, en fait. Mais du coup, d'avoir des contraintes de temps, ça permet de cadrer, en fait, parce que sinon, tu sais pas. Et, donc, si ça se confirme... Ouais. Puis autant, ça peut ne pas marcher non plus, en fait. Mais au moins, tu as quelque chose, tu as une donnée sur laquelle te baser, en fait. Donc, Par rapport au terrain, ce qui est, parce que les images qui sont faites dans la laboratoire, vous avez ramené des échantillons, je ne sais pas directement. Quels sont, il y a des observatoires aussi qui vont prendre à ce moment-là, pourquoi y aller, ça apporte, quelles sont les informations en fait Alors, tous les observatoires, en fait, n'ont pas un géologue attitré qui, lorsqu'il y a une éruption, va aller échantillonner. Ou sur les éruptions passées, en fait, il y a aussi très peu de personnes qui arrivent à lire les dépôts et ça se perd, en fait, un petit peu. Donc,
quand on va sur le terrain et qu'on va échantillonner, c'est pareil en fait selon ton but. En fait, si c'est reconstruire l'histoire éruptive, tu prends ta carte et tu vas aller voir comme une carte géole en fait qui est construite. Tu vas aller voir les dépôts. On va les rééchantillonner, regarder parce que dans le dépôt, tu as la manière dont l'éruption s'est produite. Donc on va lire les dépôts et on va regarder l'étendue aussi qui donne une idée en fait sur l'intensité de l'éruption. Et à partir de données purement de terrain, où tu peux reconstruire en fait aussi, par exemple pour les éruptions pliniennes, tu vas regarder la taille des ponces qui va être différente en fonction de la distance par rapport au point d'émission. Et en fonction de ces paramètres-là vraiment de terrain, on peut reconstruire par exemple la hauteur de la colonne et se dire tel dépôt, ça correspond à une colonne qui faisait 30-40 km de hauteur. Et ça, c'est avec la lecture sur le terrain des dépôts parce que tu sais qu'à tel endroit par rapport à ton centre éruptif, tu avais telle dimension de ponce, tu avais telle caractéristique du dépôt et tu fais une cartographie avec 80-100 points, le maximum que tu peux en fait. Ça permet de reconstituer la dynamique d'une éruption et du coup, quand tu fais ça sur plusieurs éruptions, tu as une vision plus globale de la dynamique de ton volcan en fait. Mais ça permet aussi, il y a des études qui permettent de voir. Alors, sur la Martinique, par exemple, tu as les études à terre, mais comme c'est une île volcanique, il y a beaucoup de produits qui arrivent en mer. Et donc, il y a un couplage terre-mer qui se fait de plus en plus, où on va en mer forer. Il y a tous les programmes type IODP, où tu vas forer des carottes qui font plusieurs milliers de mètres. Et tu vas regarder en fait l'enregistrement de ces dépôts volcaniques dans ces carottes marines. Et du coup, tu peux complémenter finalement le travail à terre par ce qui est en mer, parce que parfois à terre, entre l'érosion en pays tropical et ce qui est plus du tout préservé à terre ou ce qui est détruit par l'homme, parce que quand l'homme construit, finalement, il va détruire les dépôts. Et donc, on a une information aussi en mer, et donc on arrive à coupler les deux, à avoir une histoire qui est beaucoup plus complète finalement d'un volcan. Donc, il y a l'aspect finalement à terre, et l'aspect aussi, tu peux faire des campagnes marines et aller voir quel type d'éruption tu as, d'enregistrer dans les carottes. Oui. Combien de temps vous avez une éruption si vous allez prélever des... Tu peux aller, pour une éruption plinienne, dès que l'éruption est arrêtée, tu peux aller voir les dépôts en fait. Après, tu vas pas forcément au niveau vraiment de l'évent, mais tu peux aller en périphérie, c'est assez froid, ça refroidit assez vite, donc tu peux aller. Moi, je regarde plutôt les dépôts pliniens. Après, les coulées de lave, j'ai montré sur la photo à La Réunion, ils y vont vraiment pendant l'éruption ils échantillonnent en direct en fait. Donc c'est un mode de prélèvement. Après, ils prennent toutes les précautions, mais c'est possible. Ouais. Attends, un peu plus fort parce qu'entre le masque et le... Je demandais que sur les prélèvements que vous avez fait comme chacun, c'est compliqué à mettre en place au niveau diplomatique ou administratif. La mission au Kamchatka, oui, elle a été compliquée parce que oui, l'administration russe c'est pas forcément la même que nous, donc il a fallu se parler. Et après, je sais pas si j'en mets la photo. Alors, pour vous donner une ordre de grandeur des distances. Tac, ouais. Donc en fait, t'atterris, t'es ici, donc t'es en ville, mais en fait après il faut déjà une journée de bus pour arriver jusqu'à la station de laquelle tu vas partir. Et en fait, tu prends un hélicoptère qui t'emmène sur un camp et là on te dépose et t'es au milieu de nulle part en fait. Il y a plus de tu captes plus rien, t'es au milieu de la nature avec les ours et t'as le volcan à côté, quoi. Donc ça demande un peu de logistique. Parce que faut pouvoir manger pendant une semaine ou 10 jours, parce que notre mission, en plus, on faisait 2 volcans, donc du coup, pour la petite histoire, on n'arrivait pas à partir du premier volcan parce que l'hélicoptère partait pas, donc il fallait avoir assez à manger. Mais après, oui, ça se fait, mais ça demande de l'organisation. Après, c'est des missions qui sont à la fois scientifiques mais humaines aussi, parce qu'on avait des collègues russes, il y avait un japonais, il y avait un allemand, et du coup, ça fait aussi un côté humain aussi, une bonne expérience. Voilà. Okay. Ouais. En amont, combien de temps ?
Bah là, le projet, on l'a eu en 2019. On y allait tout de suite après. Donc après, voilà, c'était vraiment l'objectif du projet. Donc on l'a su en juillet. Et du coup, un an après, on est parti un an après. Parce qu'au Kamchatka, au final, tu as une fenêtre de temps qui est relativement courte pour y aller. C'est 15 août, 15 septembre. Parce qu'il fait trop froid, en fait. Sinon, tu es quand même à des latitudes assez élevées, en fait. Et donc, voilà, si tu veux pas être sous la neige ou avec le mauvais temps, tu as vraiment une fenêtre de temps qui est particulière. Donc, ça se prévoit longtemps en amont. Mais après, l'étudiante en thèse là, qui vient d'ici, elle travaille dessus et elle a du travail pour 3 ans facilement, en fait. Parce que c'est c'est des coûts de mission qui sont aussi relativement importants et donc on optimise au maximum sur place pour avoir le maximum d'échantillons et après le maximum de données par la suite. En fait. Ah, une dernière. Je continue à travailler sur le Kamchatka parce que du coup la mission elle a eu lieu il y a 2 ans et on projette d'y retourner l'année prochaine. On aimerait bien y retourner. Donc ça c'est un des volcans justement sur ce côté pétro et surveillance volcanique. Sur la montagne Pelée aussi pour se protéger là. Après je travaillais aussi sur le Vanuatu parce que c'est un arc de subduction mais avec des magmas plus basiques donc qui offre une panel de composition variée. Et je travaille toujours sur le Vésuve et Champflégrin parce que c'était un volcan un peu de thèse et du coup je continue à avoir des relations avec. Après c'est des relations que tu as avec des collègues et puis les opportunités de travail qui tout n'est pas écrit en fait. Même quand tu commences une thèse ou autre, tu dis ah bah tiens j'avais signé pour ça et puis tu te rends compte qu'à la fin tu as fait pas complètement autre chose mais et ça laisse c'est le côté sympathique du travail, c'est qu'au final tu choisis un peu et puis tu as les rencontres, tu as ton quotidien qui est plein de surprises et de... Ok, merci beaucoup Hélène. Merci.